Voilà, nous allons commencer. Alors, bonsoir, messieurs, dames, bonsoir de Jérusalem où je me trouve. Je voudrais vous saluer d'abord, vous souhaiter Erev Tov. Et ce soir, c'est un peu, j'allais dire, un peu notre avant-dernière conférence. Nous avons fait 27 réunions de Zoom depuis 4 mois. La première chose que je veux faire, c'est saluer officiellement. Vous savez, c'est le soir, en fin de saison, nous donnons les tableaux d'honneur et les félicitations. Les félicitations vont à notre ami de Pau. Nous avons un auditeur de Pau, Eric Benetas, qui, je crois, sur 27 rendez-vous, a assisté à plus d'une vingtaine. Et je tenais vraiment à le féliciter et à le saluer. Je pense que nous sommes arrivés pendant cette période à transmettre énormément d'informations sur Israël. Notre dernier rendez-vous pour information aura lieu dimanche prochain, à 11 heures, heure de Paris, pour un direct de la vieille ville de Jérusalem et du Kotel. Je crois que c'est la meilleure façon, en plus pour cette période qui approche du 9 Av et qui un peu conclut notre trentaine de rendez-vous avec vous, de terminer ça en direct de Jérusalem, en plein air, avec un excellent guide que vous avez eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois dans nos Zooms, qui s'appelle Daniel Cohen. Donc ce soir, nous avons voulu aborder un sujet qui est effectivement un petit peu difficile, qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter, en tout cas certainement pas en Zoom. Et je remercie déjà notre conférencier Bernard Zanzouri qui a accepté de relever le défi, de vous parler de l'adolescence, des questions de l'adolescence, du défi de l'adolescence pour un jeune francophone en Israël. C'est une question qui est complexe. Bernard Zanzouri est un précurseur en la matière. C'est un sujet qui a très longtemps été un petit peu ignoré, mis de côté par les familles, pensant que les adolescents qui venaient avec leurs parents, qui suivaient leurs parents, qui passaient leur adolescence en Israël, s'intégreraient naturellement et automatiquement avec leur famille. Il s'avère que le sujet est beaucoup plus complexe et j'espère que Bernard va nous aider un petit peu à y voir clair. Voilà, en guise d'introduction, c'est ce que je voulais dire. Je garderai quelques mots pour la conclusion, pour saluer nos partenaires et nos organisateurs. Et je préfère déjà donner la parole à Bernard. Alors effectivement, les ados en Israël, Bernard, un sujet qui n'est pas forcément simple à aborder. Ce n'est pas particulièrement simple à aborder, mais surtout, moi, ce sont deux sujets qui me touchent particulièrement parce qu'en fait, il y a un peu deux sujets dans ce titre-là. Il y a le sujet des adolescents. Les adolescents, c'est ma passion, c'est mon travail. Vous savez que je reçois en privé, mais je donne aussi du conseil à beaucoup d'associations. Et chaque fois qu'on touche aux adolescents, je partage un peu comme tout le monde le même sentiment, une espèce de crainte et une fascination. Et ce double sentiment, vous allez le voir, on va le retrouver tout le temps. Pourquoi crainte? Parce que quand on a un enfant, quand on parle de jeunes, et même s'ils grandissent, même s'ils sentent qu'ils ont des muscles qui sont en train de se former, qui sont plus forts, même si intellectuellement ils se sentent mieux dans leur peau, à partir du moment où on parle de nos enfants, eh ben, on est touché, on craint toujours un peu. Qu'est-ce qui peut leur arriver? Est-ce qu'ils font assez attention? Est-ce qu'on est assez là? Est-ce qu'on ne les protège pas trop? Est-ce qu'on ne les protège pas assez? Et finalement, c'est un sujet qui me touche et qui vous touche un peu à tous parce que c'est nos enfants, c'est notre avenir. Mais le deuxième sujet n'est pas moins délicat parce que le titre de la conférence est « Adolescent en Israël, être un ado en Israël ». Et à partir du moment où on touche à Israël, eh ben on touche un peu à notre seconde passion. Et bizarrement, pour Israël, on a un peu le même sentiment. Est-ce que c'est parce qu'Israël est un pays encore un peu adolescent? Mais finalement, on a toujours un peu une crainte quand on parle d'Israël, une crainte pour Israël, quel est l'avenir d'Israël? Est-ce que tous ces défis ne sont pas un peu compliqués pour ce jeune État, etc. Mais un peu une crainte des fois d'Israël, pourvu qu'Israël se comporte bien, pourvu qu'Israël ne fasse pas un truc un peu dangereux ou qu'il fasse trop de bruit ou qu'il fasse trop de vagues. Mais d'un autre côté, on a une fascination parce qu'Israël est juste extraordinaire. Israël, c'est la start-up nation. C'est la fierté, c'est même des séries qui sont en train de conquérir le monde, ce qui est incroyable quand on sait les budgets qu'il y avait en Israël pour faire des séries de télévision. Aujourd'hui, j'ai entendu, la dernière fois que j'étais en France, il y avait un Français, mais pure souche, qui parlait, il dit quand même ce Faouda, c'est quand même
C'est quand même incroyable qu'un Français dans la rue parle de Faouda. Il est en train d'expliquer l'histoire de ces jeunes, de nos jeunes qui rentrent dans les villages, etc. Et c'est devenu, on est en train de conquérir un peu le monde. Alors toujours cette crainte et cette fascination, et je veux m'y attarder un tout petit peu avant de passer à la suite de ce que j'ai à vous raconter. Comment on aborde ça? Comment j'aborde ça moi-même quand je reçois des gens? Et comment, dans un contexte de Alia, on va aborder ça? Parce qu'à partir du moment où une famille fait sa Alia, c'est une des grandes questions. Vous savez, quand vous parlez à un Olé Hadash, il vous dit en général la chose suivante. Il vous dit, j'ai fait ma Alia pour mes enfants. C'est important pour moi de faire ma Alia pour mes enfants. Pourquoi? Peut-être que je vais être moi-même une génération un peu sacrifiée. Je ne sais pas si je vais trouver du boulot. Et toujours cette crainte, encore une fois. Mais en tout cas, pour mes enfants, je suis à peu près sûr que je veux qu'ils viennent ici et qu'ils montent. Et celui qui ne monte pas en Israël va vous dire un peu la même chose. Moi, Israël, j'adore. Écoutez, je suis fasciné, moi aussi. Mais il y a cette crainte toujours. Et mon fils, et s'il fait d'armée, et s'il rentre, mais ce n'est pas un peu dangereux. Et puis pour moi, pour le travail. Et c'est marrant parce que ces deux pôles-là, on va les retrouver tout le temps. Le pôle crainte un peu et le pôle fascination, et toujours en même temps. Dans tous les cas de figure, Israël ne va jamais nous laisser indifférents, mais cette balance entre la crainte un peu et la fascination, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on retrouve. Alors venez, on se plonge et on va aborder dans l'adolescence ces deux thèmes un peu. Alors qu'est-ce qui nous fait un peu peur? Alors d'abord, ce qui nous fait un peu peur, c'est que notre ado, vous le savez tous, tout le monde est passé un peu par là, on a été ado, puis on a vu nos propres enfants. C'est la perte de repères un peu. L'enfant qui était notre petit garçon, on était fiers de tout ce qu'il faisait, même quand il faisait une bêtise, ça nous faisait rire, il dessinait sur le mur, on disait « Oh là là, ça va me coûter cher cette affaire, tu as vu ce qu'il a fait, mais pourquoi tu dessines sur le mur ?» Et puis d'un coup, il grandit, et là, quand il fait une bêtise, les enjeux sont beaucoup plus grands. Cette perte un peu de repères des garçons nous fait perdre nous-mêmes nos repères. On avait l'habitude d'un enfant qui nous regardait un peu comme le roi de la maison, et puis d'un coup, il change un peu de comportement. Il nous regarde un peu différemment. Il est un peu plus nerveux. Il a moins de patience. Il reste enfermé dans sa chambre. Il joue avec son téléphone. Toutes les choses que vous savez, je ne vous apprends rien, bien entendu, mais qui, chez nous, réveillent une espèce de crainte. Et où est passé mon petit enfant qui était tellement admiratif, qui me regardait comme le centre du monde, et maintenant qui est devenu un ado, qui se pose plein de questions et surtout qui m'en pose plein de questions. Et cette perte de repères, quand notre ado perd ses repères pour essayer d'acquérir doucement des repères de grands, des repères d'adultes, et ben nous aussi, on s'aperçoit qu'on perd un peu nos repères et des fois, on va même acquérir des repères d'enfants qu'on avait perdus un peu depuis longtemps et on va s'apercevoir dans une dispute qu'on est en train d'argumenter comme un enfant de 12 ans parce qu'on est en train de s'énerver. Ah, tu me menaces? Eh bien, tu ne sortiras pas, tu verras. Et vous avez votre femme qui va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vois comment tu lui parles, tu es en train de te disputer avec lui. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai beau être spécialiste des adolescents et des conseils et recevoir en privé, ça ne t'empêche pas que quand ton ado te met un peu en échec des fois, eh ben, tu te retrouves un peu dans ces mêmes situations. Mais le lendemain, quand tu vois ton ado qui court dans la rue, qui va aider une vieille dame à porter ses sacs, alors tu as encore cette fascination, cette fierté. Et tu es toujours contrebalancé, balancé entre ces deux sentiments-là. Et ça ne passe pas. Sa chambre va être en balagan total et il va inviter ses copains, il va avoir des trucs partout, tu vas être très énervé. Et puis le lendemain, et nous en Israël, on connaît bien ça, et ceux qui ont fait leur alia ici, qui n'étaient pas obligatoirement prêts, leur enfant avait 15 ans, et puis ils doivent l'accompagner. J'avais écrit un petit article sur ça parce que c'est un moment très touchant. Tu vas accompagner ton enfant au Lishkat Agiyus et tu l'amènes le premier jour, une fois que tu as fait l'inscription à l'armée, il y a un jour qui est le jour de l'enrôlement. Et quand tu amènes ton enfant, tu vois plein de familles qui amènent leur enfant. Très souvent, c'est le premier. Et il va s'enrôler pour l'armée, il va partir pour 3 ans. Et tu es partagé, pareil, par ces deux sentiments. Ça revient toujours. Et j'insiste sur ça parce que vous allez voir que ça va revenir dans ma conférence. Une fierté absolue de voir ton enfant partir à l'armée et une crainte absolue de tout ce qui peut lui arriver et du fait qu'il quitte la maison. Et quand un ado quitte la maison, surtout quand c'est le premier, ben vous avez déséquilibré un peu toute la maison parce que c'était un peu la charnière entre les adultes, les parents et puis les autres enfants. Et quand le premier s'en va, quand le premier quitte, et ça va être pareil après quand il se marie, etc.,
s'aperçoit que la maison a perdu un peu de son équilibre, a perdu un peu de son unité. Il se passe quelque chose qui est très, très lié à la nature même de cet adolescent, qui est un peu la charnière entre les plus grands, nous, les plus âgés, et les plus petits, et qui a une influence sur les deux. Il peut nous rendre fous, il peut nous rendre fiers, comme on a dit, mais d'un autre côté, il peut aussi avoir une influence sur ses frères et ses sœurs en bien, mais il peut aussi avoir une influence pas bonne sur ses frères et ses sœurs. Et donc, on est toujours à surveiller, toujours à le regarder et toujours à être partagé entre ces deux sentiments. On n'arrive pas à trancher. Est-ce que je crains un peu pour lui? Est-ce que je crains de lui? Ou est-ce que je suis juste en fascination devant même ce corps d'adolescent, cette force, cette motivation des fois? Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, moi, à l'armée. Un jour, j'étais en période de réserve. Et moi, je suis chauffeur de Jeep. Alors, quand j'arrive, on me dit, voilà, le méfaquette de la Jeep, le Katzin, le gradé de la Jeep, c'est ce bonhomme-là. Et on monte un type qui est en train de regarder la télé. Et au moment où il regarde la télé, ce garçon-là, il a beau avoir 20 ans, il a 14 ans. Il rigole avec ses copains de blagues absolument débiles à la télé. J'ai dit, oh là là, c'est avec ce gars qu'on va rentrer dans les villages, qu'on va aller se confronter aux populations locales. Pas simple. Et puis le type rentre dans la Jeep et à partir de ce moment-là, il a 30 ans. Il arrive n'importe quoi, il passe des petits coups de fil. Oui, on est là-bas, on nous a attaqués, on va réagir. Et vous dites, c'est le même bonhomme qui était devant la télé. Cette crainte qu'on avait ressentie quand on l'avait vu en disant, mais c'est un gamin. Et d'un coup, elle a complètement disparu. Et vous regardez, vous dites, mais comment, à son âge, le type a un tel sang-froid? Et finalement, nos ados sont toujours à nous faire des chauds et froids comme ça. Des fois, ils vont se comporter comme des enfants de 10 ans. Et puis, des fois, ils vont être beaucoup plus matures, beaucoup plus mûrs, capables même de soutenir une conversation avec vous et d'argumenter. Et je voulais absolument mettre le doigt sur ce caractère-là, cette double ressenti face à nos ados, parce que je veux rentrer maintenant un tout petit peu dans le double ressenti face à Israël, vu que notre sujet, c'est nos adolescents en Israël. Et ensuite, on va toucher au Olim Khadashim. On va toucher encore à 2-3 sujets très intéressants. Mais venons, on se plonge 5 minutes sur le caractère un peu adolescent d'Israël. Et juste avant que tu commences, Bernard, juste te dire à notre public qu'effectivement, leurs micros sont fermés et resteront fermés pendant toute la conférence, et que les gens qui ont des remarques, des suggestions, des questions, toutes sortes d'autres commentaires, ils peuvent le mettre sur le chat et nous transmettrons au fur et à mesure de ton intervention leurs remarques. Et nous mettrons en fin d'intervention les coordonnées que tu voudras bien laisser aux gens qui veulent pouvoir te contacter plus tard en privé. Merci. Avec grand plaisir, merci. Donc, effectivement, gardez les questions pour la fin et je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre. Israël, ce sujet, je l'ai à peine touché tout à l'heure, mais je vais un peu plonger un peu dedans, rentrer dedans. Israël a le don de nous faire ressentir constamment, comme je vous l'ai dit, ces deux sentiments-là. Si on prend un peu la crainte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la crainte de voir Israël faire des faux pas, la crainte de voir souffrir, la crainte je me rappelle, mon père est décédé il y a quelques années, mais je ne me souviens pas être rentré chez moi et avoir vu mon père ailleurs que devant la télé en essayant de guetter la prochaine info d'Israël. Et ma mère avait l'habitude, à partir du moment où il y a eu I24 News qui est apparu, ma mère lui disait, mais Gilbert, tu te rends compte que tu regardes les mêmes informations. Ce sont les mêmes, elles passent en boucle. Et mon père disait, oui, mais il y a peut-être quelque chose de nouveau. Il va peut-être y avoir quelque chose de nouveau, je ne veux pas louper. Et je voyais dans son regard les deux sentiments dont je vous ai parlé. Une crainte pourvu qu'il n'y ait pas un truc, pourvu qu'il n'y ait pas un journaliste qui ait filmé un truc et ça va nous retomber dessus. Mais c'est super marrant ce parallèle parce que c'est vraiment la même crainte qu'avec nos ados, comme si qu'Israël était un peu un enfant à nous, mais un enfant capable de choses extraordinaires. Et d'un autre côté, on a toujours peur parce que va savoir. Et s'il faisait un faux pas? Et avec tous les ennemis qu'on a et avec tous les gens qui nous regardent, s'il y avait une déclaration pas tout à fait à sa place, s'il y avait quelque chose de pas tout à fait… Et vous savez, vous êtes toujours dans ce… Je me rappelle à l'époque où Bibi Netanyahou a fait un truc incroyable. Il est parti au Congrès alors qu'Obama était contre lui. Et je me rappelle des regards de tous les gens qui regardaient ce fameux discours au Congrès. Et tu disais, mais il est fou, le type.
il va parler. Obama lui a dit non, il n'est pas d'accord. Il y avait en même temps un sourire et une espèce d'attente pourvu qu'il fasse pas, qu'il n'y ait pas un truc qui cloche. Et au fur et à mesure qu'il parlait, les gens étaient assez fiers. Oh, bien envoyé, mais d'un autre côté, j'espère que ça ne va pas nous coûter trop cher. Et s'il s'énerve, l'Obama. Et finalement, cette histoire-là, regardez bien l'histoire d'Israël, et vous allez voir que c'est une histoire adolescente. C'est une histoire d'un enfant qui n'était plus là depuis tellement longtemps et qui a commencé à grandir et qui est en train de prendre sa place dans la société des nations et de plus en plus de place et de plus en plus à s'affirmer et à affirmer son caractère. Et finalement, nous, on éprouve ces deux sentiments. On a peur pour lui, on a peur des fois de lui, et s'il venait à faire une erreur ou un truc qui pourrait être embêtant, mais on a des fois des communautés qui disent « Ah, ce qu'a fait Israël, c'est un peu embêtant pour les communautés parce qu'on va avoir des gens qui vont s'énerver, etc. » Et d'un autre côté, cette espèce de fascination, mais jusqu'où va encore aller Israël? Encore un reportage pour dire qu'on a inventé des lunettes pour aveugles, et encore un truc, mais jusqu'où vont aller les Juifs sur leur terre? Et finalement, ce sentiment-là touche à peu près tout le monde, les sionistes, les anti-sionistes, les gens qui sont pour, qui sont contre, qui veulent habiter en Israël, qui ne veulent pas du tout. Et on est dans cette espèce de… Alors, ma vraie question, c'est comment on doit regarder nos adolescents, en même temps, comment on doit regarder Israël. Et si jamais, à un moment donné, on était amené à monter ou à envoyer nos enfants même dans un programme d'1 an, etc., comment on doit se sentir? Comment essayer de limiter un peu cette crainte? Comment essayer de garder cette fascination, mais sans avoir peur d'être déçu et d'en faire trop et hop, demain de tomber de trop haut? Eh bien, en fait, je vais vous raconter un truc. Nos sages ont abordé un peu cette histoire-là, mais de façon très subtile. Alors, je vous le fais en 5 minutes, mais c'est très, très intéressant parce qu'il y a un débat chez nos sages. Tout le monde connaît Hillel et Shammai, les deux grands sages, d'accord? Hillel, un grand rabbin, Shammai, qui est lui beaucoup plus extrémiste, beaucoup plus dur. Et ils ont un débat sur Ketzad Meragdim Lifnei Akala. Comment on doit danser, mais en fait, c'est comment on doit se comporter quand on est devant une Kala, quand on est devant une mariée. La mariée est devant nous, comment on doit se comporter? Alors, il y a un proverbe en France qui dit « la mariée est toujours belle », mais ça vient en vrai de cette discussion, sachez-le. Énormément de choses viennent d'ailleurs des mécorotes, des sources hébraïques, mais je veux m'arrêter sur cette histoire parce que regardez, c'est très intéressant pour notre histoire d'adolescent. Hillel dit « l'ifnei akala », et n'oublions pas que la kala n'est pas juste une femme, c'est une femme le jour de son mariage, elle est heureuse, elle est comblée. Pour elle, la vie va commencer, elle va avoir demain des enfants, elle a trouvé l'élu de son cœur, elle est rayonnante. Et on ne s'attend pas à cette discussion parce que quand elle est rayonnante, tu vas, tu l'embrasses et bravo ma chérie, tu es superbe, je suis très heureux pour toi et tu t'en vas, tu ne vas pas avoir quelque chose à dire. Eh bien non, les sages disent non, il y a une discussion. Est-ce qu'on doit dire, comme il dit Hillel, Yafa vachasuda, Na vachasuda, elle est belle et elle est vertueuse, elle est magnifique. Regardez. Et on doit toujours dire ça, dit Hillel, systématiquement, un peu comme la mariée est toujours belle. Et Shammai, il dit, Kmot Shei, on doit dire comme elle est. Ça veut dire quoi? Et si je la trouve moche? Et si je trouve qu'elle est folle de se marier à 20 ans parce que c'est n'importe quoi? Et si je trouve qu'elle a épousé un abruti? Mais en vrai, c'est la question. Comment on doit se comporter devant cette Kala? Parce que des fois, effectivement, tu as toutes ces idées en tête. Tu dis, mais ils sont fous à 20 ans, il n'y a même pas de situation. Et tu n'arrives pas à danser comme il faut. Tu n'arrives pas à les regarder comme il faudrait. Tu as une petite réserve. Alors, des fois, ça ne va pas être aussi visible, ça va être une petite grimace. Et tu ne vas pas danser avec assez d'entrain. Et en vrai, les sages disent, voilà la conversation. Et Shammai rajoute en disant la chose suivante. Il dit, vous savez, il y a une interdiction de la Torah. C'est pour ça que je vous dis que Kumot Shei, comme elle est, il y a une interdiction de la Torah. C'est que tu dois te sauver devant le mensonge. Tu n'as pas le droit de mentir, de dire un truc que tu ne penses pas. Si tu as trouvé moche et tu dis, ah, tu es superbe, ma chérie, le problème, c'est que tu ne t'es pas éloigné d'une parole mensongère. Qu'est-ce que ça veut dire cette discussion? Qu'est-ce que ça vient de nous raconter, cette histoire-là? Et qu'est-ce que ça vise vraiment? Parce que très souvent, le dialogue entre nos sages, il ne parle pas du tout de ça. C'est l'exemple pour arriver au but. Alors, je vais vous dire de quoi il parle. En fait, dans la vie, quand on regarde quelqu'un, et encore plus une kala,
on a ces deux sentiments-là, une crainte et une fascination. La fascination, parce que la Kala, le jour de son mariage, elle est juste superbe, elle est incroyable. C'est le jour de sa vie où elle est la plus belle. Elle a une robe magnifique, une coiffure magnifique, un sourire magnifique. Elle est à son sommet, à son summum. Et là, dit Hillel, peu importe ce que tu penses, tu peux penser ce que tu veux, tu as le droit, mais le jour où la personne se montre sous son meilleur jour, c'est le jour que tu as choisi pour mettre un bémol. Ne mets pas ce bémol, enlève-le. Au contraire, tizrom, comme on est en hébreu. Laisse aller, laisse couler, laisse faire. Profite de la joie, laisse-toi entraîner. Tu sais quoi, demain, ça ne sera peut-être pas joyeux. Ils vont galérer, ils vont avoir des problèmes. Mais au moins, ce jour-là, le jour du mariage, tizrom. Allez, vas-y, laisse-toi porter. Et Shammai, il dit non, vous savez quoi, vous croyez que je porte mon nom, vous savez qu'avec le nom de Shammai, on a fait se chamailler, faire des histoires comme si qui étaient problématiques, mais en vrai, Shammai est un très, très, très grand sage. Et en vrai, il dit la chose suivante, et qu'on pourrait mettre d'ailleurs dans le contexte, et Avi qui est là nous entend et connaît bien ce débat, il y avait un vieux débat à l'agence juive, c'était est-ce que quand le type arrive, on lui dit qu'Israël c'est super pour qu'il monte, ou est-ce qu'on lui dit toute la vérité, que des fois c'est super difficile, que si tu n'as pas la langue, tu vas galérer. Et finalement, c'est ce qu'il dit un peu Shammai au premier degré, il dit hey, les gars, là, si vous avez vraiment quelque chose à dire, il faut le montrer ou le dire parce que demain, la personne va te dire mais tu m'as dit, tu avais l'air content, personne ne m'a dit que vous le trouviez idiot ou que j'étais pas belle ou que ma robe était tachée. Personne ne m'a rien dit. Finalement, vous m'avez trompé un peu sur la marchandise. Il y a eu un problème. C'est pas sympa. Elle peut venir même et discuter. Mais en vrai, c'est que le premier degré, parce qu'au second degré, c'est pas ce que veut dire Shammai. Shammai vient nous raconter un truc extraordinaire. Écoutez bien, parce que ça va être super important pour comprendre nos adolescents. C'est que quand tu regardes quelqu'un, si vous regardez bien, il n'a pas dit comme elle est la mariée. Les commentateurs vont dire ça. Mais lui, il a dit comme elle est. Et en vrai, on pourrait se poser la question, qui et comme elle est, qui? Est-ce qu'il parle vraiment de la mariée? Alors, pas obligatoirement. Je vais vous dire ce qui se passe en psychologie des gens et de l'adolescent. Très souvent, quand ton ado fait une bêtise, quand il vous embête, il vous répond, votre façon de répondre, ça ne va pas être toujours par rapport à un fait. Il a fait ci et donc ça m'énerve. Des fois, je vous donne un exemple pour que vous compreniez de quoi on parle. Un jour est arrivé un voisin, moi, en fait, ce n'est pas un voisin, la rumeur est arrivée avant l'histoire chez moi. On m'a dit, ton fils, il a énervé le voisin pendant l'anniversaire du petit. Apparemment, il aurait cassé un vase et le voisin s'est énervé, il l'a renvoyé à la maison, il arrive bientôt. Donc, je reçois la rumeur et moi, je suis déjà prêt chez moi pour dire à mon fils, pourquoi tu as cassé le vase, tu n'as pas honte, etc., etc. Et puis, mon fils arrive. Et mon fils avait une version, il dit, il y a eu un vase qui s'est cassé, je sais quel enfant l'a cassé, mais en vrai, personne n'osait dire que c'était eux. Alors, j'ai vu qu'il avait très, très peur, c'est qu'il a cassé, j'ai dit que c'était moi. Et en fait, j'étais un peu désarmé parce que j'avais prévu le discours du bandit et c'était un héros. Alors, ma crainte s'est transformée en fascination et j'ai dit, mais t'es incroyable, toi. C'est vrai cette histoire. Et le fait d'avoir dit c'est vrai, ça m'a échappé, mais mon fils m'a regardé en me disant mais pourquoi je mentirais? Je te raconte un truc. Et en vrai, ce qui veut dire Shammai, il veut dire la chose suivante. Il veut dire, vous savez, très souvent, ce que vous allez dire, ce que vous avez pensé ou la remarque que vous avez préparée, pourquoi tu ne danses pas devant la Kala? Pas parce qu'elle est moche obligatoirement, parce que disons que tu crains pour sa situation économique. Tu dis, oh là là, elle se marie à 20 ans, mais elle n'a même pas de métier. Mais en vrai, quelque part, tu ne sais pas qu'est-ce qui va être avec elle. Peut-être qu'elle va très bien s'en sortir, elle va bosser dans un magasin d'habits, et puis elle va réussir à équilibrer son budget, elle aime tellement son mari que ça va bien se passer. Mais finalement, Kmod Shei, c'est tu as projeté un peu tes craintes à toi sur la situation. En vrai, c'est toi qui as des craintes, c'est toi qui as peur. Tu n'as pas vraiment peur pour elle, tu as peur quelque part de tes peurs. Ce qui t'a vraiment inquiété, c'est que quand tu as vu la situation, tu t'es rappelé tes propres
peurs, tes propres angoisses, tes propres choses qui t'embêtent. Et donc, Shammai nous réveille en disant, quand vous allez regarder la Kala, ou quand vous allez regarder votre ado, etc., faites attention à ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez véritablement un problème ou un défaut? En vrai, il n'y en a pas. Le jour du mariage, vous êtes face à vos spéculations, parce que si tu regardes bien la Kala, si elle est motivée, si elle sait ce qu'elle veut, elle va réussir, cette fille-là, même si elle a 20 ans, même si elle n'a pas de situation. Elle est tellement amoureuse, tellement contente aujourd'hui. Et toi, tu ne sais pas kiffer avec elle. Tu ne sais pas aimer le moment, aimer l'instant. C'est un problème. En vrai, cette histoire-là, tu as raconté, si tu vois un problème chez la Kala le jour du mariage, eh bien, en vrai, tu as un problème toi aussi qu'il faut que tu règles. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que dans une perspective, on s'est occupé, et Avi était précurseur dans ce domaine, etc. Quand il a monté l'association AMI, il s'est poussé. On s'est occupé d'énormément d'adolescents qui sont arrivés en Israël avec leurs parents. Et vous savez, les adolescents, quand ils arrivent, c'est pas facile pour eux. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'un adolescent, il avait dû lâcher ses repères déjà pour devenir un grand. Il était, imaginez un peu, Dolto a raconté, elle disait le homard, il a un peu le même problème. Vous savez, quand le homard, à un moment donné, il laisse sa carapace, il va rentrer, il va se fabriquer une carapace plus forte, plus grande. Et elle a raconté, Dolto, dans ses bouquins, qu'il y avait une espèce de phase comme ça, de moment où quand tu lâches ta carapace et tu vas devoir fabriquer une nouvelle carapace, tu es très vulnérable. Donc, on a pris notre adolescent qui était déjà très vulnérable. Il avait lâché son habit d'enfant pour aller vers un habit d'adulte et ça met des années. Et à ce moment-là, on décide, nous, de faire notre alia pour nos enfants. Alors, en vrai, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que ce n'est pas une bonne décision? Il y a un truc qui est sûr, c'est que dans un premier temps, c'est quelque chose qui va le troubler plus. Parce qu'en plus de ce processus où il lâchait sa carapace pour essayer de se faire un monde dans sa communauté, dans son école, dans son groupe de copains, maintenant, au-dessus de ça, il doit arriver en Israël et se faire un groupe dans un pays où il ne connaît pas la langue, où il ne connaît pas les écoles, il ne connaît pas la mentalité, il ne sait pas quel est le statut de l'adolescent là-bas, et il doit réapprendre tout ça. Donc, a priori, c'est difficile. Vous lui rajoutez une dimension supplémentaire de complexité. Sauf que vous lui rajoutez aussi une dimension supplémentaire qui convient parfaitement à l'adolescent, qui est une dimension de défi supplémentaire. Si vous connaissez bien vos ados, vous savez qu'ils ont toujours deux phases très différentes. Ils ont soit un manque de confiance en eux terrible, soit une confiance en eux exacerbée de façon incroyable. T'inquiète pas, papy, pousse-toi d'ici, je vais le lever. Ouais, mais non, c'est lourd pour toi aussi. Moi, j'ai beau être un papy aujourd'hui, j'ai 11 petits-enfants. Quand ma petite fille de 12 ans, elle veut m'aider, je dis, avec tout le respect que je te dois, tu es encore un peu légère. Mais elle pense qu'elle peut, parce qu'elle a envie de défis. Et d'autres fois, elle est toute petite, elle se retrouve toute enfant parce qu'elle s'aperçoit que c'est trop gros pour elle, trop grand. Et cette espèce de discussion est toujours valable chez les ados à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. J'ai envie, je suis capable. Alors, quand vous leur lancez un défi comme l'ALIA, alors eux aussi, ils ont une crainte devant l'ALIA, mais est-ce que je vais parler la langue? Est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que je vais réavoir des copains? Qu'est-ce que je fais avec la famille que j'ai laissée? Mais d'un autre côté, il y a un petit côté en eux qui a très envie du défi. Eh bien, je vais montrer que je suis capable, je vais montrer que je peux. Et il y a un truc très, très, très attirant quelque part dans le côté Israël. Parce que comme je vous l'ai dit, Israël a un petit côté qui fait peur, un peu, qui fait craindre, mais il a aussi un côté fascinant. Vous avez vu, il y a 2 jours, hier ou avant-hier, il y avait le Centre national des étudiants francophones. Ils font une petite cérémonie chaque année. Et à la cérémonie, ils prennent des jeunes filles qui étaient là pendant 1 an dans un voyage d'études et qui ont décidé d'être israéliennes et elles reçoivent la carte d'identité. Regardez cette cérémonie sur Internet, vous allez voir, quand la fille touche sa carte d'identité israélienne, elle savait qu'elle allait devenir israélienne, hein, elle le sait, il n'y a pas de surprise. Hein. Regardez le contact entre elle et la carte de nationalité israélienne. Vous allez voir, c'est absolument fantastique. La fille rayonne, on dirait la Kala le jour. Et à ce moment-là, vous voudriez arriver et lui dire ah, mais ta robe, regarde, c'est le jour de son mariage. C'est le jour de son mariage avec l'État d'Israël.
Et en fait, pour elle, c'est un jour fantastique. C'est un tournant fantastique. Vous savez, dans cette rencontre-là entre Israël et le juif qui revient, et encore plus quand il est adolescent, etc., il y a un côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fait peur, bien sûr, parce que l'armée, parce que les choses, parce que j'ai entendu, parce que les attentats, parce que l'Iran, parce qu'il paraît que dans les classes, c'est le balagan, il paraît, tout est un peu vrai, tout est un peu faux. Mais ce côté fascination, je reviens chez moi, il est inimitable. Il n'y a rien qui peut l'égaler, un peu comme le jour du mariage. Et quand ces filles-là touchent la Théodat Zéhout, tu t'aperçois qu'il y a un truc qui est en train de changer en elles. Regardez bien leur tête, d'ailleurs, elles n'ont pas l'air d'avoir 12 ans, ni 15 ans, ni même 20 ans. Il y a un truc qui est en train de se passer, il y a une chimie qui est en train de se passer. On a encore un peu de temps. Oui, Qui c'est qui garde la montre? C'est moi qui regarde la montre, mais les gens qui ont déjà des questions peuvent les écrire, mais tu peux continuer, on a encore 10 bonnes minutes devant nous. Alors, si vous me permettez, on va faire un petit exercice, parce que je ne veux pas finir sur un truc juste trop idéologique ou trop flamboyant, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent qui me disent « Oui, mais tu as dit, tu avais l'air… » Alors, c'est vrai, je suis un amoureux des adolescents, je suis un amoureux d'Israël. Mais je vais vous montrer quand même quelque chose d'un peu technique, qui est un outil dont je me sers pour expliquer aux adolescents qu'est-ce qui leur arrive des fois quand ils ont des problèmes et qui viennent me voir avec leurs parents en privé. Mais cet outil, on va s'en servir et on va rigoler un peu parce qu'on va s'en servir pour analyser aussi un peu Israël. Regardez bien. Je vous le mets sur l'écran. Confirmez-moi qu'il apparaît pour tout le monde. Vous voyez l'outil? Non. Il y a quelque chose qui apparaît? Alors, une petite seconde, Non, je vais faire une manipulation. Ouais, c'est parce que j'ai ouvert mon écran grand. Attendez, je vais essayer de le faire apparaître. Vous voyez quelque chose maintenant? Allô? S'il n'était pas ouvert avant, tu vas avoir du mal à le partager, mais ce n'est pas grave. Alors, je pense qu'il était ouvert quand même. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, rien du tout? Oui, je vois, moi, le espace public, angle mort, c'est ça? Oui. Est-ce que les autres voient aussi? Oui, tout le monde le voit. Alors, si c'est Oui, ça, oui, oui. c'est bon. On le voit depuis le début, ça. Vas-y. D'accord, c'est super alors. Alors, regardez Oui. bien. En général, la façon dont on aide un jeune qui vient avec ses parents, qui vient nous voir, c'est de la façon suivante. On se sert de la fenêtre qui s'appelle la fenêtre Johari. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, bien entendu. Et dans cette fenêtre, regardez bien, on nous raconte, en fait, c'est une petite introspection. On va se balader un peu dans la tête de notre adolescent maintenant. Vous voyez ce qu'on appelle l'espace public? En général, dans une famille qui va bien, où on parle, où on discute de beaucoup de choses, etc., ça prend à peu près 85% de l'espace dans la tête aussi de votre enfant. Ça veut dire quoi? Regardez comment c'est écrit. C'est un espace qui est connu de soi-même et connu des autres. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de tout montrer. On est dans l'espace public. Et en fait, tout ce qu'on fait dans l'espace public est public. Je n'ai pas peur de me montrer, je n'ai pas peur de chanter peut-être dans l'espace public. Et il n'y a personne qui va trop se moquer parce que je suis en confiance dans cet espace, je suis chez moi. Et il n'y a pas de problème. En général, l'espace bleu qui s'appelle l'espace privé, c'est ce qu'on appelle en psychologie et un peu chez vous aussi, le petit jardin secret de l'adolescent. Dans ce petit jardin secret de l'adolescent, c'est l'endroit où il va faire des choses où il ne veut pas que vous soyez au courant quand même, pas trop. Alors, ce n'est pas obligatoirement des bêtises, c'est aussi sa vie privée, c'est son petit carnet secret un peu, où il écrit ses impressions. Et c'est très important que tous les adolescents en aient un. Mais il faut que ça prenne 10%, 15% de la place de sa vie. Un garçon ou une fille qui serait beaucoup trop secret ou beaucoup trop dans l'espace secret nous pose un problème parce qu'on n'a pas de visibilité sur ce qu'ils font. Et quand on n'a pas de visibilité, c'est une possibilité de faire des bêtises ou d'avoir un ressenti qui est trop dur, trop fort et où on ne peut pas intervenir. Donc, le rôle des parents, très souvent, c'est de faire passer dans l'espace public le maximum de choses. Que notre enfant n'ait pas peur de nous raconter, même des bêtises qu'il pourrait faire ou des choses qu'il a faites, mais je préfère qu'il me raconte et avoir cette relation de confiance. Jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Ceux qui peuvent répondre? Oui, oui, vas-y. D'accord. L'angle mort, par contre, c'est beaucoup plus délicat.
l'angle mort, c'est ce que vous ne savez pas sur vous-même, mais ce que les autres connaissent. Vous savez, l'angle mort, c'est à peu près, si on voulait résumer, ce que les profs avaient très, très peur quand ils rentraient, d'avoir une tache sur leur costume ou la braguette ouverte quand ils rentraient en cours, parce qu'eux, ils ne le voient pas. Il y a une classe entière qui va se moquer, qui va rigoler. Et donc, le rôle des parents, mais aussi le rôle des amis, etc., c'est d'aider leurs copains à avoir un angle mort le moins grand possible. Leur dire, attention, ferme ton bouton, arrange ta veste, elle est tachée, change-la. Regarde, derrière, tu as des cheveux qui sont accrochés, tu as ton kissouille roche qui est tombé. Bref, tous les trucs qui peuvent lui permettre de se coller un peu plus à la réalité et de ne pas avoir d'angle mort dans sa vie, des choses sur lesquelles les gens pourraient se moquer de lui. Et des fois, l'angle mort, ça va être même un savoir à rattraper. Je ne sais pas assez de choses sur Israël, mais je veux faire mon alia. Tu risques de passer pour un idiot. Des fois, on va te poser des questions. Donc, rattrape. Je vais te prêter un bouquin. Je vais t'aider. D'accord? Et enfin, la zone mystère, celle qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est celle où vous n'avez aucune visibilité, mais même les autres n'en ont pas. Alors, c'est quoi cette zone-là? C'est la zone, bien entendu, de l'inconscient, du subconscient, des choses qui, des fois, qui vont vous mettre une pression terrible parce que vous êtes angoissé, parce que vous ne savez pas, parce que vous avez un peu peur, mais seulement vous n'avez pas vraiment de visibilité sur ça. Ça va vous rendre des fois nerveux, ça va vous empêcher de dormir, mais vous n'êtes pas obligatoirement conscient que ça existe. D'accord? Eh bien, maintenant, si vous preniez cette fenêtre-là qui vient nous raconter des choses sur nous et sur le travail que doivent faire les éducateurs pour essayer de faire en sorte qu'un enfant se sente bien, lui et ses parents, et de travailler sur ces 4 espaces, regardez un peu, quand on fait notre alia, qu'est-ce que ça va donner, ou quand on amène nos ados, quand on veut monter avec nos enfants, eh bien, il y a un espace public, même sur Israël, si on le prenait pour un petit adolescent, c'est-à-dire des choses que tout le monde connaît. Il y a un espace privé, c'est des choses qui se passent souvent entre nous, entre juifs, ce qu'on sait d'Israël, ce qu'on sait aussi de son rapport avec la Torah, avec la religion, mais où les gens n'ont pas obligatoirement une visibilité, mais qu'on va se garder un peu, même des débats qu'on va faire entre nous, ou des disputes qu'on va faire, mais on n'a pas tellement envie que le monde entier les écoute parce que c'est à nous, c'est privé. Ce qui est plus délicat, c'est l'angle mort. Et là, on a besoin d'autres parce que l'angle mort, il faut que notre copain, des fois, nous renvoie. Si vous regardez, par exemple, les discussions entre les gens de gauche et les gens de droite, qu'ils soient en Israël d'ailleurs ou qu'ils soient à l'étranger, sur les débats, on ne sait pas discuter et on ne sait pas montrer à l'autre, des fois, qu'il n'a peut-être pas vraiment raison, sans crier sur lui et dire « mais tu es un inconscient, c'est pas possible ». On ne sait pas tellement discuter. Et très souvent, on a du mal aussi à discuter avec un ado, à lui faire comprendre que sur certains comportements, il a été irresponsable, que ce n'est pas terrible, qu'il devrait faire un peu autrement et le faire de façon à ce qu'il accepte ça. Plus embêtant encore est la zone mystère, c'est toutes les choses qui nous mettent de la pression, qui sont un peu notre histoire. Mais dans la zone mystère, il peut y avoir aussi des choses très belles qui est notre force intérieure, notre vécu, nos réussites, même comme peuple juif, etc., et qui font que même quand ça ne va pas, même quand on est écrasé un peu, même quand on a pris des coups, on est capable de se relever. Ça se passe aussi souvent dans la zone mystère. Mais là aussi, il faut en être conscient et être capable de le passer dans la zone publique, dans l'espace public, et de se dire « mais je suis fier de moi parce que j'ai mon histoire, parce que je suis fier des gens ». Qu'ils aient été d'ailleurs à Auschwitz, où il y a eu une résistance fantastique, ou que ce soit durant la conquête d'Israël, ou que ce soit dans toute notre histoire, comment on s'est relevé même après chaque pogrom, etc. Pas la peine de le garder des fois dans des zones où on ne discute pas. On l'amène sur l'espace public et on en débat, on en discute, parce que c'est très, très important que ça soit débattu et discuté. Eh bien, c'est une problématique qu'on revoit quand on va parler de Aliyah. Des fois, dans les familles qui sont montées et qui montent pour leurs enfants, comme je vous le disais, parce qu'ils veulent un avenir différent pour les enfants, parce qu'ils veulent des défis, eh bien, des fois, il n'y a pas cette discussion-là. Il n'y a pas cette capacité d'amener toutes les questions, d'amener même la question, est-ce qu'on doit faire notre alia? Les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour, vous êtes avec nous? Si j'ai fait mon alia pour mon enfant, a priori, je suis censé l'interroger aussi, il doit avoir son droit de parole. Eh bien, des fois, on va oublier un peu cette partie-là et on ne va pas faire le travail qu'on doit faire, qui est un travail d'éducation un peu extraordinaire. J'ai envie de conclure ma petite conférence en vous expliquant un peu et en reliant un peu tout ce que je vous ai raconté.
cette fameuse crainte qu'on ressent face à un ado et des fois face à Israël. Et cette fascination aussi, face à un ado et face à Israël, dans le concept d'Alia avec ses adolescents, tous ces ressentis se rencontrent et donc des fois on est un peu perdu. Ce qu'il faut faire, quand on est un peu perdu, on remet de l'ordre. Et en l'occurrence, pour remettre de l'ordre, il faut vous servir du petit dessin que je vous ai mis avec les zones et comprendre que le maximum de choses doit être public. Moi, j'ai rencontré un jour dans un salon de Alia une famille qui m'a dit « on monte dans 2 mois ». J'ai dit « ah super, que disent les enfants ?» Et ils m'ont dit « ah non, on ne leur a pas encore dit parce qu'ils ont le bac. » Les copains, vous voulez faire votre Alia, vous amenez tout ça dans la zone publique et depuis longtemps, vous aurez dû l'annoncer depuis 2 ans, que les enfants aient le temps de dire au revoir, de se séparer, de raconter à leurs copains, de s'exciter, de prendre des renseignements sur le pays, de comprendre. Et si tu veux presser, soi-disant pour les protéger, des fois en voulant protéger, ben, tu n'as pas protégé, au contraire. Et tu vas avoir un enfant qui va arriver en Israël, un peu perdu, parce qu'il ne savait pas, il ne s'y attendait pas, il ne connaît pas tellement. Et tout ça, ce sont des choses qu'on peut préparer, tout ça, ce sont des choses, des barrières qu'on peut enlever. Et je vous garantis qu'une fois qu'on a levé ces obstacles et que l'enfant se retrouve face aux défis et non plus aux obstacles, parce que c'est les défis d'Israël, eh bien, il a des forces internes. Et encore plus, s'il sent que ses parents sont sur la même longueur d'onde que lui, et d'ailleurs, il va faire ça beaucoup mieux qu'eux, de se mettre à la hauteur des défis et de se trouver un tas de raisons, non seulement de rester en Israël, mais d'y faire sa vie, d'y élever sa famille et de réussir ici, parce qu'il y a énormément d'éléments qui lui permettent de faire ça. C'est le message que je voulais vous sortir ce soir. Et juste une phrase de conclusion, Ketzad Meragdim Lifnei Akala, comment on danse devant la Kala, comment on danse devant notre ado, devant Israël, devant la Aliyah. Eh bien, on a 2 façons de le faire. Une façon en disant oui, mais les craintes, les peurs, mais même si c'est le mariage et comment ils vont vivre et il n'y aura jamais assez d'argent, etc. Et il y a une autre façon, c'est de dire, venez, on met d'abord, ça va venir tout ça, l'analyse, et c'est très important. C'est très important d'émettre les réserves et de poser les questions. Mais Israël, quelque part, est un ado qui a annoncé qu'il allait faire son mariage. Et le jour de son mariage, le jour où il est en train de, dans son plus beau jour de sa vie, de se développer, d'arriver à maturité, il a trouvé son épouse, etc. Ce n'est pas le bon jour pour faire les remarques, ce n'est pas le bon jour pour émettre des réserves, pour mettre des bémols. On va le faire en marge, en coulisses. Et c'est valable pour l'éducation. Quand vous avez des remarques à faire à votre ado, quand vous voulez lui dire oui, c'est très bien ce que tu fais, mais attention, est-ce que tu portes un casque sur ta moto? Est-ce que tu fais attention à toi? Que ce ne soit pas le centre de la conversation. La crainte ne doit pas être le centre. Elle doit être là, elle doit être abordée, mais elle est en marge. Ce qui doit être au centre, c'est la fascination, c'est les belles choses. Parce que si vous ne mettez pas le beau au centre de votre regard, alors vous allez toujours trouver des choses à dire et à redire. Et c'est pourquoi toutes les questions sont valables, toutes les réserves sont valables, mais qu'elles ne soient jamais le centre de votre vie et le centre de notre démarche. Et si on regarde Israël, comme on regarde notre adolescent et qu'on met toujours au centre la fierté de voir ce jeune en train de grandir et les questions un peu de côté, pas de côté, on ne les efface pas, jamais. Je vous ai dit, moi, je mets tout dans l'espace public, on va les poser, mais pas le jour de la fête, pas le jour où il est content, pas le jour où il est heureux. On va tout faire, mais comme des adultes, au moment où il faut le faire. Et quand on fait ça, alors c'est beaucoup plus facile d'aborder même des questions difficiles comme l'ALIA des adolescents, etc. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup Bernard. Je ne vous l'ai pas dit peut-être forcément suffisamment dans la présentation. Vous avez entendu que Bernard d'abord est un passionné de l'adolescence et il a plusieurs décennies de travail professionnel derrière lui comme animateur, mais aussi comme responsable, comme éducateur et d'autres casquettes. Évidemment, il fait ça en grande partie depuis Israël, mais aussi à travers la diaspora. Je crois qu'on a compris aussi que c'est un éducateur informel parce qu'il ne nous donne pas des recettes toutes faites. Il nous donne des ouvertures, il nous donne une certaine vision des choses. Et je crois que c'est ça qui doit guider notre approche quand on a un questionnement. Le titre premier de cette conférence devait être l'adolescence en Israël, défis ou opportunités. Je crois qu'on a bien compris qu'il y a là deux grosses questions
deux gros éléments qui se confrontent en même temps, qui sont vraiment un challenge extraordinaire de pouvoir conjuguer Israël et l'adolescence. Il faut savoir que ce pays a longtemps été construit par des adolescents, par des jeunes adultes, des gens qui étaient autour de la vingtaine. Et aujourd'hui, on parle évidemment que l'adolescence est devenue encore plus tôt, et donc les questions se posent parfois à l'âge de 12 ans, parfois même à 11 ans. Donc c'est un vrai défi. Je vous propose, si vous avez des questions, je sais que ce n'est pas évident, sans rentrer dans des questions personnelles, que vous pourriez poser ou en consultation ou en information générale par Bernard. On s'est permis de mettre son mail. Bernard, tu vérifieras bien qu'on a donné ton bon numéro de mail. כן, תבדוק באמת שזה המייל הנכון, si tu peux. Je viens de... אם יש לך טלפון אולי. Je me suis permis de mettre le mail. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, notre but essentiel dans la présentation de cette thématique, c'est effectivement, pour reprendre une partie des éléments de Bernard sans les paraphraser, c'est que l'adolescent, votre adolescent, et quel que soit son âge, doit être partie prenante, doit être impliqué, doit faire partie de la réflexion. Nous ne voulons pas arriver à cette situation qui existait jusqu'à il y a une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'on accepte de mettre ce sujet sur la table, où on faisait tout pour l'adolescence sans que l'adolescent soit au courant, et que l'ALIA devenait ensuite pas un défi, mais une difficulté. Nous, notre but, c'est que l'ALIA devienne un vrai challenge, une vraie réussite. Et on sait très bien que finalement, ces adolescents qui aiment Israël d'une certaine façon, mais qui veulent aussi être une partie de cette construction, soient impliqués avec la famille, au sein de la famille. Parfois, il y a suffisamment d'ouverture dans la relation parentale avec les enfants pour que cela se fasse dans la meilleure harmonie. Et parfois, on a besoin pour ça de se faire accompagner, de se faire écouter, de pouvoir échanger un peu plus longuement. Parfois, il vaut mieux peut-être parfois reculer pour mieux sauter, retarder de quelques mois ou d'une année, terminer une année scolaire, vérifier l'état sentimental, affectif, personnel, social de votre enfant pour qu'il soit une aide. Parce que finalement, quelques années après votre alia, votre enfant sera lui le vrai Israélien et vous resterez très souvent un Oleh Hadash. Je ne veux pas employer un terme émigré parce qu'on n'a jamais émigré sur sa terre. On est un Oleh Hadash, ça veut dire que nous, on continuera à avoir des difficultés de langue, de culture, d'intégration sociale peut-être à certains niveaux. Et votre enfant, 3-4 ans plus tard, aura probablement complètement oublié. En tout cas, ce sera beaucoup très loin chez lui après qu'il aura fait son bac en Israël ou son armée ou qu'il aura fait une petite amie en Israël, etc. Et donc, il faut être prêt à conjuguer, à composer pour qu'il y ait cet échange qui se fasse entre les deux éléments de la famille, entre les parents et les enfants. Je vois que certaines questions arrivent. Effectivement, alors évidemment, on n'est pas là du tout ni pour accélérer des processus. On n'est pas là pour dire aux gens, prenez votre valise et partez. Comme l'a dit Bernard, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, chacun doit prendre son rythme, chacun doit prendre son temps, chacun doit arriver à sa réflexion. Notre but, ce n'est pas de dire que la place de tous les Juifs est en Israël tout de suite, évidemment, mais simplement, nous sommes une organisation, et je salue au passage les associés de cette soirée, le département des activités sionistes à l'Organisation sioniste mondiale et notre directrice en France, Yasmine Manheim, du département de la promotion de l'Alliance. Nous sommes là, effectivement, pour présenter Israël sur son meilleur jour en vous donnant une boîte à outils, en vous donnant un certain nombre d'outils dans différents domaines, dans le domaine de la connaissance d'Israël, dans le domaine de la préparation, de la réflexion. Je crois que c'est de ça que les gens ont le plus besoin et pas forcément de réponses techniques et de réponses toutes roses en disant tout va aller bien, venez en Israël et tout va s'arranger. Donc je pense qu'on a aujourd'hui suffisamment de recul pour se rendre compte qu'une alia réussie est une alia bien préparée, qu'une intégration réussie et passe par une alia préparée en se posant les bonnes questions. Donc si on a pu ouvrir certains espaces de réflexion, et je pense que les gens qui se sont inscrits à cette conférence ont effectivement besoin de, comme le dit Déborah, d'une certaine mise en perspective. Voilà, c'est un mot que je voulais employer. Après 40 ans en Israël, on perd parfois les petites nuances. Donc voilà, ce qu'on voulait faire, c'est vous donner vraiment une mise en perspective. La moitié des enfants aujourd'hui sont des adolescents, puisque l'adolescence va de 11, 12 ans jusqu'à 18 ans. Donc toute famille qui viendra en Israël a la plupart du temps un enfant qui appartient à cette catégorie particulière qui est l'âge du changement, de la transformation. Et avec l'ALIA, tout ça prend une nouvelle dimension et prendre un peu ce recul et cette réflexion
je crois qu'on nous a simplement donné aujourd'hui ce qu'on appelle en hébreu une teima. On a simplement abordé le sujet. Il faut aller plus loin. Si vraiment il y a des gens parmi vous qui préparent une alia ou qui réfléchissent à une alia, je pense que c'est important qu'ils puissent échanger avec un professionnel dans lequel on pourra rentrer. Je comprends très bien qu'il n'y a pas de questions privées parce qu'on ne peut pas rentrer dans du conseil personnalisé. Tout ça doit se faire hors antenne. Il est important de savoir que c'est des questions comme pour paraphraser Bernard, qu'il faut mettre dans le domaine public. Il faut ouvrir le plus possible et parfois, on doit peut-être le faire aussi avec l'aide de professionnels. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite Shavua Tov et Shabbat Shalom presque, puisqu'on est déjà mercredi. Juste ne pas oublier le rendez-vous de dimanche matin au Kotel. Voilà, je propose de le diffuser. Dès demain matin, vous allez le voir sur notre site. Nous faisons un direct de Jérusalem qui se terminera au Kotel avec un de nos guides favoris de cette saison, qui est Daniel Cohen, que vous avez suivi tout au long de cette saison Corona, j'allais dire cette saison Zoom. Donc, rendez-vous dimanche pour notre dernière conférence de l'année avant la reprise, après des vacances bien méritées pour tout le monde. Merci Yasmine, merci Naftali Lévy et surtout un très grand merci à Bernard qui a accepté notre défi d'aborder ce sujet. C'était très sympa. Bonsoir à tous. Toda rabba. Bye, Litrot.